Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal vers une solution à la pléthore de listes pour les législatives. Le gouvernement va soumettre cette semaine aux députés un projet de loi modifiant l'article L78 du Code électoral. C'est une annonce du ministre de l'Intérieur qui a reçu le rapport de la Sénat. Plus de 2,5 tonnes de drogue incinérée ce matin. Le ministre de l'Intérieur salue la baisse de la quantité par rapport aux années précédentes. Pendant ce temps, la division du commerce intérieur mettait la main sur 12 tonnes de viande inappropriée à la consommation. La grogne des travailleurs à Dakar, Bamako, ferroviaire. Les cheminots sont en arrêt de travail depuis ce matin. Ils accusent le Sénégal et le Mali de faire couler l'entreprise. Et puis démarrage des épreuves du baccalauréat ce mardi à Saint-Louis. Ils seront 10 983 candidats. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. L'invité du 20h, il s'agit de Pape Gorguindong, ministre délégué chargé de la restructuration des banlieues et maire de Pékin-Est. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, le gouvernement va soumettre aux députés un projet de loi modifiant l'article L78 du Code électoral. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, dit avoir reçu le rapport de la Sénat qui a rencontré les acteurs politiques pour trouver un consensus sur la pléthore de listes pour les législatives. Alassane Ba, Tierno Laurent Mendy pour plus de détails. La modification de l'article L78 du Code électoral prévu dans les jours à venir. Le projet sera soumis à l'Assemblée nationale, annonce du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Les 47 représentants des 47 listes validées se sont retrouvés sous la présidence de la Sénat qui leur a proposé, à l'image des autres pays, je rappelle qu'en France, il est possible même de prendre que 2 bulletins. Voilà, nous, on a pensé effectivement qu'il est possible de travailler dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il pourra être permis à l'électeur de ne prendre, si la proposition de loi passe, 5 listes au maximum, et au minimum du moins, et ils peuvent aller jusqu'à 47, mais d'ailleurs c'est une faculté qui sera donnée à l'électeur de pouvoir le faire. Nous avons pris bonne note de ce qui a été proposé. La Sénat nous a rendu compte de ce qui s'est passé à ce niveau, et là nous proposerons très rapidement un projet de loi pour modifier les dispositions de l'article L78, justement qui parle de la procédure de vote. Déjà, la polémique s'est installée sur le consensus après la rencontre entre la Commission électorale nationale autonome et les acteurs politiques. Consensus ne signifie pas unanimité. Je crois que l'instruction de la CEDEAO est claire à ce niveau. On parle de large majorité, j'imagine qu'à ce niveau-là, en tout cas pour ce qui m'a été donné comme compte rendu, je crois que nous sommes dans cette situation. Et pour cela, nous allons dans cette semaine justement faire une proposition au président de la République qui va saisir l'Assemblée nationale, et un projet de loi pourra leur être soumis pour validation. Ça ne veut pas dire unanimité donc? Non, s'il n'y a pas d'unanimité, il faut voir les textes. Là, je vous les renvoie à l'instruction de la CEDEAO. On parle quand même de forte majorité, tout simplement. Et là, je crois que nous sommes dans ce cas de figure. Mais dans tous les cas de figure, vous savez, c'est un vote qui concerne tous les Sénégalais. Il vous faut choisir 47 ou moins de 47 bulletins de vote. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau, sauf si véritablement on veut chercher des complications. Je crois que c'est quelque chose qui va être applicable à tout le monde. Et cela, en tout cas, si les députés le veulent bien, s'ils votent la loi, nous l'appliquerons. Autre annonce du ministre, la prolongation des anciennes cartes d'identité déjà expirées jusqu'au 29 juillet prochain. Justement sur la proposition de la Sénat de prendre 5 bulletins sur les 47, Moussa Touré, le secrétaire général du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence, Guérigne Sereo, approuve cette proposition et exige des discussions pour un large consensus. Moussa Touré était en tournée à Ngaïméré. Je vous propose d'écouter, il est interrogé par Seylatir et Chirante Diop. Tous les Sénégalais ont voté au moins une fois dans leur vie. Tout le monde connaît la taille, la dimension des salles de classe dans lesquelles les gens votent. Et manifestement, ces salles de classe où les gens votent ne peuvent pas contenir plus qu'il n'est possible. Donc il fallait chercher et trouver des solutions. Cette solution que la Sénat a proposée ne satisfait personne dans son intégralité. Mais je pense que c'est là moins pire des solutions qu'on pouvait trouver.
Je dois vous dire que mon parti, à l'instar, semble-t-il, des 43 autres partis politiques, ce qui fait 44 sur 47, ont accepté cette proposition de la Sénat. C'est-à-dire, au lieu de prendre un à un les 47 bulletins de vote, en choisir 5 jusqu'à 10 pour ne pas afficher pour qui on vote, parce qu'on aurait pu dire choisir un bulletin, mais ça c'est trop flagrant. Donc 5 ou 10, ça peut semer un petit doute. Ça peut cacher certaines velléités ou volontés qu'on ne doit pas afficher. Donc ça devrait quand même satisfaire les gens. Maintenant, il y a peut-être qui ne sont pas satisfaits. Peut-être qu'au-delà de faire des élections le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, ils ajoutent d'autres considérations, d'autres batailles, j'allais dire d'autres guerres. Ce n'est pas le lieu parce que nous sommes des démocrates. Et puis la menace du patron de l'APR sur ses ministres engagés dans la bataille pour les législatives. Elle se comprend de l'avis de Momar Seyni Ndiaye. Pour le journaliste politologue, des sanctions après les élections, il y en a toujours eu au Sénégal. Toutefois, selon lui, les départements de l'Intérieur et des Finances devraient être épargnés. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Farani. Le souci du président ou de n'importe quel autre président est de faire en sorte que les ministres qui doivent conduire l'action gouvernementale soient suffisamment représentatifs sur le terrain pour qu'ils puissent apporter ce dont il a besoin pour asseoir sa légitimité. De ce point de vue-là, on peut le comprendre. Mais en réalité, il ne figure dans aucune disposition qui dit qu'un ministre doit forcément perdre son poste, comme l'a fait d'ailleurs Mimi Touré quand elle était Premier ministre et qu'elle a perdu Grand Yoff. Maintenant, le problème qui se pose, il y a des ministères qu'on considère comme des ministères techniques, des ministères sensibles, pour lesquels cette règle ne devrait pas s'appliquer. Je pense notamment au ministère des Finances et du Budget. Je pense au ministère de la Défense. Je pense également au ministère de l'Intérieur, qui sont d'une telle sensibilité que leur forte implication politique pourrait les éloigner de l'action gouvernementale qui a ici un caractère extrêmement stratégique et extrêmement important. À Saint-Louis, la coalition Benno Bokk Yakaar a mis en place son comité électoral départemental dirigé par le professeur Mary Teuw Niane. Des ministres, directeurs généraux, maires, députés et autres responsables gouvernementaux ont décidé d'affûter leurs armes pour dépasser les prévisions du chef de l'État au niveau national qui sont à l'ordre de 65%. Les précisions de notre correspondant, ou de nos correspondants dans le Nord, Ousseynou Diop et Habib Seck. Face à une opposition divisée au niveau local, la coalition Benno Bokk Yakaar à Saint-Louis affûte ses armes. Absolument, la troupe est en place et je voudrais féliciter l'ensemble de Benno Bokk Yakaar ici à Saint-Louis, unis autour de ses candidats, de ses candidates. Et ce n'est pas pour rien que le docteur Dia qui coordonnait vraiment le comité électoral Papas a été choisi pour seconder vraiment le professeur, le ministre Mary Teuw, vraiment pour que Benno vraiment aille en campagne et que gagne largement ces élections. Pour les législatives du 30 juillet prochain, ministres, députés et directeurs généraux se sont donné la main pour mettre en place un comité électoral départemental. Et l'Assemblée à l'unanimité l'a accepté. Et vous avez vu qu'on a eu une Assemblée engagée, unie, sans aucune voix discordante. À Saint-Louis, le PS est revenu à de meilleurs sentiments. Le vote sanction est aujourd'hui derrière ses responsables politiques. Le député Amadou Dia du PS est d'ailleurs le vice-coordonnateur du comité électoral départemental. Puis près de 2,7 tonnes de drogue incinérées ce matin par le ministre de l'Intérieur en présence des forces de sécurité. Abdoulaye Daouda Diallo a salué le travail mené par la police, la gendarmerie et la douane. Il rappelle que le trafic de drogue a diminué, ce qui explique la baisse de la quantité de drogue incinérée. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. On va continuer de faire des efforts dans ce sens. C'est vrai qu'il y a eu un déploiement massif des unités de police comme de gendarmerie tout au long des frontières, mais aussi un peu partout dans le pays. Mais c'est un travail qui va continuer, c'est clair. Et nous avons quand même un objectif, disons, de ne plus en tout cas observer d'utilisation de drogue dans le pays, même si c'est un objectif, c'est vrai, volontariste. Nous pensons en tout cas
travailler à ce que, disons, l'activité puisse être particulièrement circonscrite, donc maîtrisée. Bien évidemment, on continue, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les frontières, que ce soit à l'intérieur du pays, en tout cas de traquer encore ces bandits qui n'ont malheureusement de dessein, disons, que de détruire ce que nous avons de plus cher dans le pays, c'est-à-dire notre jeunesse. Évidemment que la baisse est fort appréciable. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un travail qui va continuer. Les efforts vont être encore déployés à ce niveau, que ce soit par la gendarmerie, que je félicite fortement, parce qu'ils ont été particulièrement incisifs pour saisir quand même une cargaison qui nous venait du Mali et qui contenait plus d'une tonne, disons, de chanvre. Et le reste maintenant, c'est un travail commun donc, qui a donné ces résultats-là. Puis je vous l'annonçais également dans les titres, 12 tonnes de viande impropre à la consommation d'une valeur de 25 millions de francs CFA saisis par la division du commerce intérieur. Les conteneurs en question appartiennent à un opérateur économique sénégalais qui a été sévèrement sanctionné. La viande saisie sera décernée aux animaux des parcs Anne et de Bandian, une saisie saluée par les associations de consommateurs. Si l'élément est prêt, je propose de suivre Pape Faraning et Maria. Cette importante quantité de viande importée et pourrie, grâce à la vigilance des services du ministère du Commerce, ce conteneur a été saisi. Un produit d'une valeur de 25 millions de nos francs, une viande dont la consommation est dangereuse pour la population. Il s'agit d'un stock de viande de veau importée, avariée, d'une quantité de 12 tonnes 36, dont la valeur marchande est de 25 millions. De la détérioration réelle donc, des produits dans le conteneur. Pourquoi? Parce que véritablement il y a eu une rupture totale de la chaîne de froid, donc, qui est passée de moins 10 degrés à plus de 10 degrés. Et du coup, donc, ça engendre véritablement une dégradation de la qualité de la viande qui est entreposée dans le conteneur. Avec l'appui des vétérinaires et un contrôle rigoureux des autorités, l'opérateur économique n'a pu écouler sa marchandise. Nous nous posions la question, est s'il n'y a pas des opérateurs qui passent entre les mailles? D'où une certaine action de sensibilisation qu'il faut faire. Sensibilisation au niveau des autorités, des décideurs. On fait des contrôles à poste périodique, comme a dit M. Wade tantôt, de concert avec le ministère de la direction du commerce et qui dépend du commerce intérieur, du ministère du commerce. Nous faisons des contrôles en synergie parce que nous sommes là pour protéger la santé publique par le retrait de la consommation de tous les produits suspects ou dangereux pour le consommateur. L'importateur de cette viande avariée s'est vu infliger une sanction pécuniaire sévère. L'opérateur économique perd totalement la marchandise, donc qui est de 25 millions. Donc en plus de la perte de sa marchandise, il paie aussi une forte amende. Donc en cas de récidive, l'administration du commerce va retirer l'autorisation, l'agrément même d'importation de cet opérateur économique. Cette viande saisie inconsommable est maintenant destinée aux animaux des parcs de Anne et de Bandia. Et puis le rapport sur le loyer remis au chef de l'État a fait polémique. Selon le président de l'association de défense des locataires du Sénégal, ils n'ont pas été impliqués dans la rédaction de ce document. Eliman Sall attire à cet effet l'attention du chef de l'État. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Alassane Ba et Diafaraba. Je pense que ce qui a constitué le principal problème du premier rapport, c'est que les gens se plaignaient de n'avoir pas été associés à ce rapport-là. Et maintenant, on fait un deuxième rapport qu'on dépose sur la table du président de la République sans y associer les principaux acteurs. Et maintenant, je trouve qu'on part vers des problèmes et je doute qu'on dise la vérité au président de la République qui, dans son intention ferme, a voulu régler définitivement cette question concernant la cherté du loyer. Donc, si on fait un rapport en catimini qu'on dépose sur sa table, évidemment, j'attire son attention pour qu'il prenne en compte que l'ensemble des acteurs n'ont pas été conviés. Et même si c'était une commission technique,
le principal expert immobilier qui faisait partie de la commission n'a pas été consulté. Donc du coup, ceux qui ont rédigé ce rapport-là, ce qu'ils ont dit dans ce rapport-là n'engage que, mais nous, association des locataires et l'ensemble des autres associations de consommateurs qui sont membres de l'ENAC n'ont pas été impliqués dans ce rapport-là. Et tant qu'on n'est pas associé, nous, on fera ce qu'on a à faire, c'est continuer à dénoncer. Nous ne sommes pas des décideurs, mais on va continuer à dénoncer les manquements. Et si vous faites une descente sur le terrain, vous verrez que les loyers sont devenus plus chers. C'est d'ailleurs devenu plus difficile d'avoir un loyer. Ceux qui restent dans les maisons sont menacés d'expulsion et que faire un rapport en catimini ne règle pas ce problème-là. Réglementer les agences immobilières ne règle pas ce problème-là. Parlons à présent de la pénurie d'eau dans la région de Dakar. À Diamniadio et Rufisque, les populations crient leur désarroi. Ces habitants sont restés des semaines sans le liquide précieux. Ils dénoncent cette situation. Aussi, Nukam Biradiani. La pénurie d'eau qui secoue la région de Dakar n'a pas épargné les populations de Diamniadio. Face à la presse, ces habitants manifestent leur calvaire. Parce qu'il y a de cela plus de 2 mois que nous n'avons pas la moindre goutte d'eau. Aujourd'hui, le problème principal est que depuis 2 mois, la population de Diamniadio n'a pas la moindre goutte d'eau. Nous n'avons pas d'eau pour boire, nous n'avons pas d'eau pour nous laver, nous n'avons pas d'eau pour faire nos ablutions. Il faudrait dire que trop c'est trop. Même situation dans plusieurs quartiers de Rufisque, notamment à Arafat 1, où les populations sont restées 1 mois à la recherche de liquide précieux. Nous sommes vraiment fatigués. Nos mamans pratiquement ne dorment pas. Elles passent la nuit pour attendre l'eau. L'eau vient à 0 heure et part à 5 heures du matin. Voilà, nous voulons des solutions face à cette situation. Nous sommes vraiment fatigués. Voilà, nous sommes vraiment, vous avez vu les mamans, elles sont fatiguées, elles ne dorment même pas la nuit. Du côté des responsables de la société de distribution de l'eau, l'on signale que présentement la demande est supérieure à l'offre. C'est que nous faisons face à un déficit entre la production d'eau disponible pour la région de Dakar et les besoins, à 39 000 m3 d'eau par jour. C'est l'équivalent de la consommation de près de 780 000 personnes. Si on avait laissé le réseau à lui-même fonctionner de façon normale et naturelle, c'est autant de personnes qui pouvaient rester sans eau presque de façon continue. Ça aurait été une catastrophe. Ce que nous faisons pour ne pas en arriver là, c'est de déployer tout notre savoir-faire pour faire en sorte que l'eau qui est disponible soit au mieux répartie. Des populations qui prendront encore leur mal en patience en attendant que la situation revienne à la normale. Et puis la Sénélec, indexée par la Société des eaux comme faisant partie des responsables de la pénurie d'eau, refuse d'alimenter la polémique. Son directeur, qui a fait face à la presse ce matin, soutient que la SDE est une priorité. Nous l'écoutons. Moi, je ne peux pas, en tant que directeur général de Sénélec, polémiquer avec un client de Sénélec. Nous-mêmes, on est client de SDE aussi. Et on ne s'est jamais plaint de la SDE. Nous avons des abonnements ici dans nos locaux. Bon, parfois, l'eau n'arrive pas, on nous dit que c'est le surpresseur. Vous avez certainement des problèmes d'eau dans vos immeubles. On en a dans nos centrales, on en a dans nos agences. Pour nous, SDE est une cliente, une bonne cliente. Donc, nous ne pouvons pas polémiquer avec nos clients. Nous prenons acte des problèmes tous les jours qu'ils soulèvent et nous leur accordons la priorité parce que nous connaissons la sensibilité de l'eau dans le quotidien des Sénégalais, dans le fonctionnement de notre économie de façon générale. L'eau comme l'électricité, d'ailleurs, ce n'est pas des denrées comme les autres. Donc nous sommes très attentifs aux problèmes de la SDE. En tout cas, tout ce que je peux dire pour clôturer, c'est que ce n'est pas le rôle de Sénélec de construire des réservoirs de stockage d'eau. Donc voilà, je crois que moi je construis des centrales, je construis des postes, je construis des lignes, mais il n'est pas encore dans nos missions de construire des réservoirs de stockage d'eau. On peut essayer de comprendre. Et puis cet accord dans le domaine énergétique entre le Sénégal et la Gambie, il porte sur un échange de 5 à 10 mégawatts. Le ministre gambien de l'énergie et son homologue du Sénégal l'ont paraphé ce matin. Un compte rendu signé Mambiram Diouf et Modou Diop. Un partenariat d'échange conclu portant sur les capacités d'électricité à discuter et à finaliser entre 5 et 10 mégawatts. Le Sénégal répond ainsi à une demande forte du président Adama Barrow. Ce qui nous oblige à le faire, c'est la relation étroite, quasi fusionnelle que nous avons avec la Gambie.
qui nous oblige à un devoir de solidarité à son égard au moment où il y a eu des changements institutionnels que vous avez notés en Gambie et que le président de la République du Sénégal a été au premier plan pour qu'une transition pacifique se déroule en Gambie et pour continuer à maintenir ce climat de paix qui impactera forcément sur la paix au Sénégal. Nous devons soutenir la République sœur de Gambie dans tous les domaines. Et dans ce domaine qui nous concerne, nous avons la chance d'avoir quelques possibilités en termes de capacité d'énergie que nous ne pouvons pas stocker malheureusement au Sénégal en attendant qu'il y ait des lignes pour les donner aux populations du Sénégal qui n'en ont pas à l'intérieur, parce qu'il y en a. Parce que c'est ça la question, je crois. Souvent, on nous dit, vous vendez au Mali, vous vendez aujourd'hui à la Gambie, alors qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas d'électricité. Si, dans la foulée, le directeur général de la Sénélec a annoncé la poursuite des efforts devant aboutir à un maillage du territoire national par la mise en place de lignes suffisamment, puisque la production étant suffisante, le ministre gambien en charge de l'énergie, lui, s'est félicité de ce partenariat. Cet accord très significatif des relations fortes qui lient les deux pays augure des lendemains meilleurs. D'autres secteurs stratégiques pourront ainsi faire l'objet d'échanges. Je reconnais que la Gambie a un problème d'énergie et c'est pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir sur le président Macky Sall pour cet appui. La coopération entre le Sénégal et la Gambie ainsi renforcée à travers ce partenariat que les deux pays comptent élargir au bénéfice des populations. And where we have access in Senegal and can supply the Gambia, it's very important that we start it. This is part of the whole. Puis Dakar, Bamako, ferroviaire, arrêt de travail ce matin. Des travailleurs, les cheminots ont déserté les ateliers. Pas de train. Ce lundi, les agents manifestent leur colère face à la situation du chemin de fer. Selon eux, les deux États du Sénégal et du Mali devraient verser 7,5 milliards pour redresser l'entreprise. Rien n'a été fait jusqu'ici. Les machines et locomotives s'écroulent sous le poids de l'âge. Ces travailleurs étaient en assemblée générale ce matin, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Cheikh Anta Diop. Nous allons à Saint-Louis. 10 983 candidats vont entamer ce mardi les épreuves du baccalauréat. Ils sont répartis dans 38 jurys. Les séries scientifiques représentent 12,3% de l'effectif dans les jurys du lycée Charles de Gaulle. Tout est fin prêt pour accueillir les 962 candidats. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Au jury 847, 848 et 849 du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, les préparatifs vont bon train. Le jury 847, c'est un jury de SDL. 848, jury mixte. 849, jury mixte. Presque tout est en place pour accueillir les 962 candidats issus des lycées de la commune de Saint-Louis. Les bulletins, les livrets de bac et fiches d'examen sont déjà en place à quelques heures du démarrage des épreuves. Nous avons pour le jury 847 l'ensemble des packages pour les différentes journées de composition sont déjà sur place. Comme vous voyez, presque tout est fin prêt pour un bon déroulement du baccalauréat qui doit se tenir demain, le 4. Donc on a déjà classé les livrets. On les a acheminés au niveau des différents centres. 3 jurys pour 962 candidats. Pour le jury 847, nous avons 395 candidats, exclusivement L2. Dans le jury 848, nous avons 275 candidats. Dans le jury 849, nous avons 292 candidats. Dans ces 3 jurys du lycée Charles de Gaulle, la surveillance sera de rigueur. Pour éviter les cas de fraude, 254 surveillants sont attendus dans ce centre. Voilà, les surveillants, actuellement, nous avons fait une demande au niveau de l'IF. Et pour la composition de philosophie, nous avons l'ensemble des candidats, des surveillants dont nous avons besoin. Nous en avons besoin pour 254, les 250 étaient là. Mais l'IF nous a promis que les 4 qui étaient en défaillance seront là parce qu'en fait, on a donné les instructions qu'il faut pour que tous les surveillants soient là sur place.
Au baccalauréat général, la région de Saint-Louis compte 10 983 candidats, dont 5 550 filles, réparties dans 38 jurys. Les candidats des séries scientifiques représentent 12,30% des effectifs, soit 1351 candidats. Et puis ce forum sur l'emploi des jeunes, une initiative de la convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. L'objectif est de développer des stratégies pour leur garantir un emploi digne. Mamadou Koumba Diouf, président de la CGT, s'en explique au micro de Mambiram Diouf. On s'est porté garant en tant que jeunes diplômés, en tant qu'étudiants. On a compris que la nation a produit, la nation a investi. On est allé à l'université, on a appris gratuitement. Aujourd'hui, on est les diplômés de ce pays. On a une obligation et un devoir d'apporter notre valeur ajoutée pour le développement de ce pays. Et comme on le dit, le Sénégal est un pays en voie de développement. Même si l'État le voulait, il n'a pas la capacité ni les moyens de donner de l'emploi à tous ces demandeurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle nous incitons ces jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Pour nous, l'entrepreneuriat n'est pas tout simplement une alternative. Mais l'entrepreneuriat, c'est la solution. Nous avons signé aujourd'hui, et nous remercions encore une fois le directeur général de la Sénélec, M. Matar Sissé, qui était le parrain de l'activité, qui nous a octroyé des quotas de stages rémunérés à nos jeunes diplômés et étudiants. On a signé aussi beaucoup de conventions avec beaucoup d'écoles de formation qui nous octroient des quotas de bourse qu'on redistribue encore une fois à ces étudiants et ces jeunes diplômés. Nous sommes en partenariat avec le BIT, le Bureau international du travail, qui nous octroie des formations de renforcement de capacité à Turin, en développement personnel, en ingénierie sociale, en économie du marché. Tout cela, c'est pour accompagner ces jeunes, pour que d'ici peu de temps, qu'on puisse avoir de véritables capitaines d'industrie. Nous allons à Daradjolof, où le président de la commission domaniale relève un litige foncier de 3000 papiers administratifs délivrés sans borne, des reçus distribués à la place des quittances par l'équipe municipale. Là-dessus, je propose de suivre les explications de Leïti Maramdiaye, président de la commission domaniale. Il est interrogé par Modoumaï. Nous sommes confrontés à ces problèmes. Lorsque nous avons fait l'état des lieux sur le lotissement de 2013, on s'est rendu compte qu'il y a des papiers administratifs qui ont été délivrés, alors qu'en réalité, ce n'est pas appliqué sur le terrain. Donc nous avons décelé à peine 3000 parcelles sans borne. Et des papiers administratifs ont été distribués, des propriétaires ont payé des quittances, et à chaque fois, ils viennent quand même réclamer leurs parcelles. Et cela nous pose vraiment de sérieux problèmes. Et le maire m'a chargé quand même de lui proposer également des solutions pour que nous puissions quand même appliquer toutes ces parcelles non bornées. Et puis les populations du Naran, localité composée de plusieurs villages frontaliers à la Gambie, manquent de tout. Pour se faire entendre, elles ont mis en place une association pour avoir de l'eau potable, de l'électricité et une école. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi. C'est un cri du cœur. On n'a pas de piste de production. Les villages maintenant sont coupés. Ce qui fait que nous lançons l'appel à l'État pour le désenclavement. Mais aussi, vous avez vu qu'ici, l'électricité manque. Donc, on a vu l'électrification rurale partout dans ce pays. De très petits villages sont électrifiés. Pourquoi pas le Naran? Auparavant, les gens parlaient de la zone rouge. Nous voulons montrer à l'État que ce n'est plus une zone rouge. Nous sommes prêts à développer notre localité. De Seleti à Sissana, il n'y a pas de forage. Pour une habitation de plus de 20 000 personnes. C'est l'eau de puits que les populations la boivent. C'est un problème. C'est une nécessité pour nous. Parce que l'eau potable, on en a besoin. L'école, oui, une école qui est créée en 60. Et cette construction-là date de 1963. Jusqu'à présent, ce sont ces 2 salles de classe qui sont construites ici. Alors qu'il y a encore des élèves, un recrutement massif. Depuis la sortie de ces jeunes du Pakao, ils réclament l'électrification des 5 communes de la localité. Les vols armés, vols de bétail, les agressions se multiplient également dans le Pakao. Les détails avec Bakary Conté et Salassambe. Nous voulons les communes de Oudoukar, Sakar, Samekanta, Djanamalari, Djanaba, situées dans le Pakao, réclament de l'électricité. Nous réclamons de l'électricité, l'électrification du Pakao, de l'axe Touré-Kunda, Djignaoulé. Le Pakao, depuis l'indépendance, est sous les ténèbres. Et sans électricité, je ne vois pas de développement.
On parle de développement, on parle d'égalité des chances dans ce pays. Nous voyons que nous sommes laissés en rade. Et pour ce faire, on s'est réunis vraiment, on a jugé nécessaire qu'il faut alerter ces autorités, les autorités compétentes de ce pays, les autorités étatiques de ce pays, pour leur dire que le Pakao fait partie du pays, fait partie du département en particulier. Impossible de préserver certains médicaments. Dans la santé, nous voyons que vraiment, pour même avoir quelques ordonnances ou quelques médicaments qui se conservent au foie, c'est tout à fait un problème. Il y a récemment un ami qui a voulu un sérum antitétanique, il faut qu'il aille jusqu'à Kolda ou jusqu'à Sédhiou, ce qui est inconcevable. Le Pakao veut vraiment montrer que cette fois-ci, vraiment qu'on n'est pas content du tout. Il y a une insécurité totale dans toute la zone du Pakao. Quelqu'un a été agressé ici parce qu'il faisait totalement noir, il a été agressé, on lui a déversé de l'acide et vraiment voilà. Il n'y avait pas d'électricité. Jusque-là, c'est resté vraiment sous l'ombre. Personne ne sait qui a fait cet acte et puis nous le regrettons. Nous voyons une fois encore s'il y avait de l'électricité, ceci n'aurait dû pas se produire, ce que nous déplorons. Ces jeunes du Pakao ont promis de remettre ça si rien n'est fait dans les jours à venir. Vive la jeunesse du Pakao! Et puis en mot de sport, la désignation du Sénégal à la co-organisation de l'Afro-Basket 2017 inquiète certains observateurs de la balle orange. Les délais semblent trop courts, même si certains pensent que cela pourrait être bénéfique pour notre pays. Pape Faraning, Younous Diatta, reportage. Toutes les pensées se sont tournées vers le stadium Marius Ndiaye, sa capacité d'accueillir une telle compétition au regard de l'état du Terraflex et de sa toiture après la désignation du Sénégal par la FIBA de co-organiser l'Afro-Basket masculin. Marius Ndiaye, comme on le dit, c'est un joyau qui est défiguré. Nous sommes au mois de juillet, nous sommes présentement le 3 juillet, le 2 juillet. La compétition aura lieu à partir du 8 septembre. Donc le compteur commence à jouer. C'est la FIBA qui va prendre tous en charge les frais d'organisation d'abord. Et surtout les frais, on aura l'opportunité d'avoir un nouveau parquet. On va réfectionner le stade. Je pense que ça c'est une bonne opportunité qu'il faut saisir quand même. La réfection du stadium Marius Ndiaye peut avoir aussi des conséquences sur les préparations des équipes nationales si l'on y prend garde, estiment ces spécialistes. Marius Ndiaye est en réfection. Ça veut dire que les filles qui préparent elles aussi une compétition internationale n'auront pas de salle où s'entraîner. Ça veut dire que même les garçons qui devront représenter le Sénégal devront trouver une solution de rechange pour leur lieu d'entraînement. Moi je pense que peut-être ça se fera au moment où on va gérer l'Afro-Basket au niveau des filles. Et je pense que l'équipe masculine aura, par rapport à sa préparation, ça le trouvera à l'extérieur. Cette co-organisation peut être aussi bénéfique pour le basketball sénégalais avec les réalisations annoncées par la FIBA. Ça augmente aussi notre chance quand même de faire un très bon tournoi et d'espérer gagner, d'être qualifié pour la Coupe du Monde. S'il le faut gagner même. Si on remet Marius Ndiaye aux normes, lors des prochains éliminatoires de la Coupe du Monde, le problème ne se posera pas, le problème de salle ne se posera pas. Les autorités ont 2 mois pour relever le défi de l'organisation. Le Sénégal va accueillir un pôle de 4, idem pour la Tunisie, qui recevra aussi les matchs du 2e tour de la 29e édition de l'Afro-Basket masculin en septembre 2017.